Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre. En partie, justement, à cause de la crainte que j'ai de toi. En partie parce qu'il me faut, pour expliquer cette crainte, entrer dans une foule de détails dont je ne pourrais rendre compte oralement avec tant soit peu de cohérence. Et si j'essaie ici de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de manière très incomplète, parce que, même à l'écrit, la crainte et ses conséquences entravent ma relation avec toi. Et parce que le sujet, par son ampleur, excède de beaucoup ma mémoire et mon entendement. À tes yeux, la chose s'est toujours présentée très simplement, du moins pour ce que tu en dis chaque fois devant moi et devant beaucoup d'autres, sans distinction. Ton point de vue est en gros celui-ci. Toute ta vie, tu as travaillé dur, tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi. Surtout, j'ai mené en conséquence une vie de pacha. J'ai eu entière liberté d'apprendre ce que je voulais. J'ai été préservé de tout souci matériel, donc de toute espèce de souci. Tu n'as jamais exigé en échange aucune gratitude. Tu connais la gratitude des enfants. Mais tu aurais tout de même attendu ici ou là un geste dans ta direction, un signe de sympathie, au lieu de quoi je n'ai cessé depuis toujours de me cacher de toi pour me réfugier dans ma chambre, dans les livres, dans la fréquentation d'amis détraqués dans des idées extravagantes. Je ne t'ai jamais parlé à cœur ouvert. Je ne suis jamais venu près de toi au temple. Je ne t'ai jamais rendu visite à Franzensbad. Je n'ai au demeurant aucun sens de la famille. Je ne me suis jamais intéressé au magasin ni à tes autres affaires. Je me suis déchargé sur toi de la gestion de l'usine avant de te laisser complètement tomber. J'ai soutenu Hotla dans son entêtement enfin. Alors que je ne bouge pas le petit doigt pour toi, je ne t'apporte même pas un billet de théâtre. Je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il apparaît que tu ne me reproches rien, en vérité de proprement inconvenant ou méchant, à l'exception peut-être de mon dernier projet du mariage. Mais une attitude étrangère, de la froideur, de l'ingratitude, et cela, tu me le reproches comme si j'en étais coupable. Comme si j'avais pu, disons en redressant la barre, donner un autre cours aux choses alors qu'il n'y a pas de ton côté la moindre culpabilité. À moins que ce ne soit dans la trop grande bonté dont tu as fait preuve envers moi. Cette façon que tu as de présenter les choses, je n'y souscris que dans la mesure où moi non plus, je ne te crois absolument pas coupable du fait que nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre, mais cette non-culpabilité est aussi la mienne et tout aussi absolument. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, ce serait la porte ouverte, non pas à une nouvelle vie, nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour ça, mais à une sorte de paix, sinon à la cessation du moins, à un relâchement de tes incessants reproches. Tu as curieusement une certaine intuition de ce que je veux dire. Ainsi, par exemple, tu m'as dit il y a quelque temps, je t'ai toujours bien aimé, même si extérieurement je ne me suis pas conduit avec toi comme d'autres pères le font, pour la bonne raison que je ne sais pas simuler comme d'autres. Or, père, je n'ai jamais globalement mis en doute ta bonté à mon égard, mais je considère cette remarque comme injuste. Tu ne sais pas simuler, c'est juste. Mais affirmer, pour cette seule raison que les autres pères sont des simulateurs, est soit pur ergotage et il n'y a plus lieu de discuter, soit, et c'est de cela je pense qu'il s'agit vraiment, traduit en termes voilés le fait que quelque chose ne va pas entre nous et que tu y as contribué, mais sans être coupable. Si c'est cela que tu penses vraiment, alors nous sommes d'accord ? Naturellement, je ne dis pas que ton action sur moi suffit à expliquer ce que je suis devenu, ce serait très exagéré et j'ai moi-même tendance à verser dans cette exagération. Rien ne permet d'affirmer que si j'avais grandi sans subir la moindre influence de ta part, j'aurais pu devenir un homme selon ton cœur. Il est probable que je serais quand même aujourd'hui un être souffreteux, craintif, hésitant, inquiet. Ni Robert Kafka, ni Karl Hermann, mais tout autre cependant que je ne suis. Et nous aurions parfaitement pu nous supporter. J'aurais été heureux de t'avoir pour ami, pour patron, pour oncle, pour grand-père, et même, avec plus d'hésitation, déjà pour beau-père, mais comme père précisément, tu étais trop fort pour moi. D'autant que mes frères étaient morts en bas âge, que les sœurs sont venues bien plus tard, et qu'il m'a donc fallu soutenir tout seul le premier choc, ce pourquoi j'étais beaucoup trop faible. Compare-nous, tous les deux, moi, pour faire très court, un Lovey, avec un certain fond Kafka qui justement n'est pas stimulé par cette volonté qui porte les Kafka vers la vie, les affaires, la conquête, mais par un aiguillon, le vie plus secret, plus farouche, qui agit dans une direction différente et souvent n'agit plus du tout. Toi, en revanche, un vrai Kafka, par la force, la santé, l'appétit, la puissance vocale, l'éloquence, le contentement de soi, la hauteur en toute chose, la persévérance, la présence d'esprit, la connaissance des hommes, une certaine largeur de vue, avec naturellement tous les défauts et les faiblesses qui sont le revers de ces qualités et dans lesquelles te précipite ton tempérament et tes brusques colères.
Kafka, tu ne l'es peut-être pas tout à fait dans ta manière générale de voir, pour autant que je puisse te comparer à mes oncles Philippe, Ludwig et Henrik. C'est curieux, là non plus je ne vois pas très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient tous plus gais, plus alertes, plus détendus, plus sociables, moins sévères que toi. En cela, d'ailleurs, j'ai beaucoup hérité de toi et beaucoup trop bien géré l'héritage, sans, il est vrai, posséder dans mon caractère les contrepoids nécessaires dont tu disposes. Mais d'un autre côté, tu as probablement connu aussi des périodes différentes sous ce rapport. Tu étais peut-être plus gai avant que tes enfants, moi le premier, ne te déçoivent et ne t'accablent à la maison. En effet, quand il y avait des étrangers, tu étais un autre. Et il se peut, de même, que tu sois redevenu plus gai maintenant que tes petits-enfants et ton gendre t'apportent un peu de cette chaleur que tes propres enfants, à part Vali peut-être, ne pouvaient te donner. Quoi qu'il en soit, nous étions si différents, et dans cette différence si dangereuse l'un pour l'autre, que si d'aventure on avait voulu calculer à l'avance comment moi, l'enfant, qui lentement se développait, et toi, l'homme fait, nous allions nous comporter l'un envers l'autre, on aurait pu supposer que tu allais tout simplement m'écraser et qu'il ne resterait rien de moi. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit, le vivant ne se laisse pas calculer, mais il s'est produit pire peut-être. En disant cela, je te demande encore et toujours de garder à l'esprit que pas un instant je ne crois à une culpabilité de ta part, tu ne pouvais agir sur moi autrement que tu ne l'as fait. Seulement, tu dois cesser de voir une méchanceté particulière de ma part dans le fait que j'ai succombé à cette action. J'étais un enfant craintif, je n'en étais pas moins têtu, comme le sont les enfants. Il est certain aussi que mère me gâtait, mais je ne peux pas croire que j'ai été particulièrement difficile à mener. Je ne peux pas croire qu'avec un mot gentil, un bon regard, en me prenant simplement par la main, on eût pu obtenir de moi tout ce qu'on voulait. Or, tu es bien, au fond, un être bon et tendre. Ce qui suit n'y contredira pas. Je ne parle ici que de l'apparence sous laquelle tu exerçais ton action sur moi, mais tous les enfants n'ont pas la persévérance et l'intrépidité de chercher aussi longtemps qu'il faut pour trouver la bonté. Tu ne sais t'y prendre avec un enfant qu'en restant l'homme que tu es, donc en recourant à la force, au bruit, à la colère, ce qui dans mon cas te semblait d'autant plus approprié que tu voulais faire de moi un garçon fort et courageux. Je ne peux évidemment pas décrire aujourd'hui tes méthodes d'éducation au cours de mes toutes premières années, mais je peux assez bien me les représenter en les déduisant de ce que j'ai connu plus tard et de la manière dont tu traites Félix, à quoi s'ajoute cette circonstance aggravante que tu étais plus jeune à l'époque, donc plus vif, plus emporté, plus spontané, encore moins soucieux des autres qu'aujourd'hui, totalement pris en outre par le magasin. C'est à peine si tu pouvais te montrer à moi une fois par jour et tu me faisais alors une impression d'autant plus profonde qui ne risquait guère de se muer en une plate habitude. De mes premières années, je n'ai le souvenir direct que d'un incident, tu t'en souviens peut-être aussi. C'était une nuit. Je n'arrêtais pas de geindre pour avoir de l'eau, non pas à coup sûr parce que j'avais soif, mais à la fois pour me distraire et pour embêter le monde. Comme les menaces pourtant sévères et répétées n'y faisaient rien, tu finis par me sortir du lit et tu me portas sur la véranda, debout en chemise, devant la porte fermée. Je ne veux pas dire que ce fut une erreur. Peut-être n'y avait-il vraiment pas d'autre moyen à l'époque de dormir en paix. Je veux simplement, en évoquant ce fait, caractériser tes méthodes d'éducation et l'action qu'elles ont exercée sur moi. La leçon, sans doute, me rendit plus docile, mais intérieurement, elle me porta préjudice. Telle est ma nature que je n'ai jamais pu établir le lien exact entre le fait, pour moi, absolument normal de demander de l'eau sans avoir soif et celui particulièrement horrible d'être porté dehors. Des années après, j'étais encore torturé à la pensée que ce géant, mon père, la dernière instance, était capable, presque sans raison, de venir la nuit me sortir du lit pour me porter sur la véranda et que j'étais donc un tel rien pour lui. Ce n'était alors qu'un petit début, mais ce sentiment de nullité qui si souvent me domine et qui peut être aussi, à certains égards, un sentiment noble et fécond, tient pour beaucoup à ton influence. J'aurais eu besoin qu'on m'encourage un peu, qu'on me témoigne un peu de gentillesse, qu'on dégage un peu le chemin devant moi, au lieu de quoi tu me le barrais. Dans l'intention, certes, louable, de m'en faire prendre un autre, mais pour lequel je n'étais pas fait. Tu me félicitais par exemple quand je marchais au pas et saluais comme il faut, mais je n'étais pas un futur soldat. Tu me félicitais de même quand je me forçais à manger beaucoup, qui plus est en buvant de la bière, ou bien quand j'étais capable de reprendre des chansons que je ne comprenais pas, ou de répéter comme un perroquet tes expressions favorites, mais rien de tout cela n'appartenait à mon avenir. Il est significatif qu'aujourd'hui encore, tu ne m'encourages vraiment que lorsque tu es toi-même mis en cause, quand il y va de ton amour-propre.
Soit que je l'ai blessé avec mon projet de mariage, par exemple, soit qu'il ait été blessé à travers moi, par exemple quand Peppa m'insulte, alors oui, tu m'encourages. Tu me rappelles au sentiment de ma valeur, tu m'énumères les parties auxquelles je serais en droit de prétendre, mais outre le fait que j'ai atteint un âge où l'on n'est guère plus sensible aux encouragements, à quoi pourrait-il me servir s'il ne s'exprime que lorsque je ne suis pas au premier chef concerné? C'est autrefois que j'aurais eu besoin d'être encouragé et en toutes circonstances. J'étais déjà écrasé par ta simple apparence physique. Je me souviens de ces jours à l'école de natation où nous nous déshabillions ensemble dans une cabine, moi maigre, faible, le corps étroit, toi grand, fort, large. Dans la cabine déjà, je me faisais un effet lamentable, non seulement face à toi, mais face au monde entier, car tu étais pour moi la mesure de toute chose. Et lorsqu'ensuite nous sortions pour aller vers les gens, moi te tenant la main, petit squelette flageolant, pieds nus sur les planches, paralysé par la peur de l'eau, incapable de répéter les mouvements de la nage, que dans une louable intention, mais de fait à ma grande honte, tu faisais et refaisais inlassablement devant moi, alors j'étais très désespéré. Il y a de tels moments. Tous les déboires que j'essuyais dans tous les domaines se répondaient en moi dans une harmonie grandiose. Là où je me sentais encore le mieux, c'est quand parfois tu te déshabillais le premier et que je pouvais rester seul dans la cabine, repoussant la honte de mon apparition publique, jusqu'au moment où tu venais voir ce que je faisais ou où tu me poussais dehors. Je t'étais reconnaissant de ne pas sembler remarquer ma détresse. Aussi bien étais-je fier du corps de mon père. Cette différence d'ailleurs subsiste aujourd'hui encore entre nous, inchangée. À cela faisait écho ta souveraineté intellectuelle. Tu t'étais élevé seul à la force du poignet, d'où cette confiance illimitée que tu affichais dans ta propre opinion. Encore la chose n'était-elle pas aussi aveuglante pour l'enfant d'alors qu'elle le devint plus tard pour le jeune homme presque adulte. De ton fauteuil, tu gouvernais le monde. Ton opinion était la bonne, tout autre était démente, extravagante, cinglée, anormale. Si grande était ta confiance en toi que tu pouvais manquer à la plus élémentaire logique sans pour autant cesser d'avoir raison. Il pouvait arriver aussi que sur un sujet donné, tu n'aies pas d'opinion du tout. Il s'ensuivait que les diverses opinions susceptibles d'être émises sur le sujet étaient toutes, sans exception, nécessairement fausses. Tu étais capable, par exemple, de vitupérer contre les Tchèques, puis contre les Allemands, puis contre les Juifs. Et ce, non seulement à propos de détails, mais à propos de tout, si bien que pour finir, il ne restait plus personne en dehors de soi. Tu as acquis, à mes yeux, cette dimension énigmatique qu'ont tous les tyrans, dont la vertu fait autorité en version d'un droit fondé sur leur personne, et non sur la pensée. C'est du moins ce qu'il me semblait. Et de fait, tes raisons l'emportaient sur les miennes plus souvent qu'à leur tour, ceux qui se comprenaient aisément dans la conversation, car nous allions rarement jusqu'à la conversation, mais qui étaient vrais aussi dans la réalité. Cependant, il n'y avait là non plus rien de spécialement incompréhensible, ma pensée s'exerçait tout entière sous ta lourde pression, même dans les cas où elle n'était pas en accord avec la tienne, et particulièrement dans ceux-là. Toutes ces idées en apparence indépendantes de toi étaient d'emblée grevées par ton jugement négatif, supporter un tel poids, sans renoncer à développer puis à défendre son idée jusqu'au bout était presque impossible. Et je ne parle pas ici de je ne sais quelle haute pensée, mais de n'importe quelle petite affaire d'enfant. Il suffisait d'être heureux à propos d'une chose quelconque, d'en être empli, d'en parler. Une fois rentré à la maison, la réponse était un soupir d'ironie, un hochement de tête, un tapotement de doigts sur la table. J'ai déjà vu beaucoup mieux. Ou bien c'est à moi que tu viens dire ça. Ou bien si tu crois que j'ai la tête à ça. Ou bien ça te fait une belle jambe, hein. Ou bien en voilà un événement. Bien entendu, on ne pouvait pas exiger que tu t'enthousiasmes pour des bagatelles d'enfants alors que tu vivais dans la peine et le souci. Là n'était pas non plus le problème. Le problème était plutôt que tu ne pouvais t'empêcher de ménager régulièrement et systématiquement des déceptions de ce genre à l'enfant en vertu de ton caractère opposé au sien. Que cette opposition ensuite ne cessait de s'aggraver par accumulation de matériaux, au point qu'ayant fini par devenir une habitude, elle se manifestait même lorsque par hasard tu étais de mon avis. Enfin, que s'agissant de toi, dont la personne faisait autorité en tout, ces déceptions de l'enfant n'étaient pas de celles que réserve la vie ordinaire, mais touchaient droit au cœur, le courage, la détermination, la simple joie. Rien ne pouvait tenir jusqu'au bout dès lors que tu étais contre, dès l'instant seulement où l'on pouvait te supposer hostile, et on le pouvait assurément à propos de tout ce que je faisais, ou presque. Ce qui valait pour les idées valait aussi bien pour les hommes. À peine avais-je montré un peu d'intérêt pour quelqu'un, ce qui n'arrivait pas très souvent, étant donné mon caractère, que sans le moindre égard pour mon sentiment, sans même considérer mon jugement, tu te répandais en injures, en calomnies, en propos avilissants, des êtres innocents, enfantins, comme l'acteur Yiddish Levy, par exemple, eurent à en pâtir, sans le connaître. Tu fis un jour à son sujet une sortie
épouvantable que j'ai déjà oubliée, mais dans laquelle tu le comparais à de la vermine, recourant automatiquement, comme tu le faisais si souvent à propos des gens que j'aimais, au proverbe du chien et des puces. Je me souviens ici en particulier de l'acteur, parce qu'à l'époque j'ai noté tes propos avec ce commentaire: mon père parle ainsi de mon ami qu'il ne connaît même pas, uniquement parce qu'il est mon ami. C'est une chose que je pourrai toujours lui opposer quand il me reprochera mon manque de gratitude et d'amour filial. Je n'ai jamais compris chez toi cette totale insensibilité à la peine et à la honte que tu pouvais m'infliger par tes paroles et tes jugements, à croire que tu n'avais pas idée du pouvoir qui était le tien. Moi aussi, bien sûr. J'ai eu plus d'une fois des mots blessants pour toi, mais chaque fois je le savais. J'en souffrais, mais je ne pouvais pas me dominer. Je ne pouvais pas retenir le mot. À peine l'avais-je prononcé que déjà je le regrettais, mais toi, tu assénais froidement tes mots sans pitié pour personne, ni pendant ni après. On était devant toi, absolument sans défense. Et ainsi en allait-il de toute ta pédagogie. Tu as, je crois, un talent d'éducateur. Ton éducation aurait certainement pu être utile à un être de ton espèce. Il aurait perçu dans ce que tu disais la part de bon sens. Il n'aurait pas cherché plus loin et se serait tranquillement acquitté des choses. Mais pour l'enfant que j'étais, chaque mot que tu me criais était ni plus ni moins qu'un commandement du ciel. Je ne l'oubliais jamais. Il restait le premier instrument dont je disposais pour juger le monde et d'abord pour te juger toi-même. Et là, ta faillite était complète. Les repas étant à l'époque la principale occasion que nous avions d'être ensemble, ton éducation consistait en grande partie à m'enseigner la manière correcte de se tenir à table. Tout ce qui venait sur la table devait être terminé. La qualité de la nourriture ne souffrait pas la discussion, mais toi, souvent, tu la trouvais immangeable. Cet abruti, la cuisinière, avait encore gâché la bouffe. Comme tu avais un puissant appétit, une propension particulière à tout manger vite, brûlant, et à grande bouchée, l'enfant devait se dépêcher. Il régnait autour de la table un silence lugubre, entrecoupé de remontrances. Mange d'abord, tu parleras après. Ou bien plus vite, plus vite, plus vite. Ou bien, tu vois, j'ai fini depuis longtemps. On n'avait pas le droit de ronger les autres, toi si. On n'avait pas le droit de licher le vinaigre à même la cuillère, toi si. Le pain devait absolument être coupé droit, mais que tu utilises pour le faire un couteau dégoûtant de sauce, c'était indifférent. Il fallait veiller à ce qu'aucune miette de nourriture ne tombe à terre, et pour finir, c'est sous ta place qu'on en trouvait le plus. À table, on ne devait s'occuper que de manger, mais toi, tu te tuerais et te coupais les ongles, tu taillais des crayons, tu te nettoyais les oreilles au cure-dent. Je t'en prie, père, comprends-moi bien. Ces choses auraient pu être des détails en soi parfaitement insignifiants. Elles ne devenaient sérieuses pour moi que dans la mesure où toi-même, l'homme qui faisait si prodigieusement autorité à mes yeux, tu n'observais pas les commandements que tu me dictais. Le monde dès lors m'a paru divisé en trois. Un monde dans lequel je vivais en esclavage, sous des lois qui n'avaient été forgées que pour moi et auxquelles, par-dessus le marché, sans savoir pourquoi, je ne pouvais jamais satisfaire pleinement. Un deuxième monde, infiniment éloigné du mien, dans lequel tu vivais, occupé à gouverner, à distribuer les ordres et à te mettre en colère parce qu'ils n'étaient pas respectés. Un troisième monde, enfin, où le reste des gens vivaient heureux, ignorant des ordres et de l'obéissance. J'étais continuellement dans la honte. Soit j'obéissais et c'était la honte, car tes ordres ne valaient que pour moi. Soit je me rebellais, et c'était encore la honte, car de quel droit osais-je me rebeller contre toi? Soit j'étais incapable d'obéir parce que je n'avais pas ta force, par exemple, ni ton appétit, ni ton adresse, toutes choses pourtant que tu exigeais de moi comme des évidences. Et c'était assurément la plus grande honte. Ainsi roulaient, non pas les pensées, mais les sentiments de l'enfant. Ma situation d'alors paraîtra peut-être plus claire si je la compare à celle de Félix, car tu le traites de la même manière. Tu vas jusqu'à utiliser contre lui une méthode particulièrement terrible. Quand il fait quelque chose à table que tu considères comme sale, tu ne te contentes pas de lui dire comme tu le faisais avec moi, tu es un gros cochon. Tu ajoutes chaque fois un vrai Herman, ou bien exactement comme ton père. Or, il est possible, plus que possible, on ne peut pas dire que cela ne nuise pas à Félix de manière vraiment essentielle, car tu n'es pour lui après tout qu'un grand-père. Un grand-père d'une importance particulière, certes, mais tu n'es pas tout pour lui comme tu l'étais pour moi. En outre, Félix est un caractère calme, pour ainsi dire déjà viril. Et si une voix de tonnerre peut sans doute le décontenancer, elle ne peut le marquer de façon durable. Mais surtout, il est relativement peu souvent avec toi, il subit d'autres influences, et tu es pour lui plutôt une curiosité.
qu'il aime et dont il peut prendre ou laisser ce qu'il veut. Pour moi, je n'avais pas le choix. Tu n'étais pas une curiosité, je devais tout prendre. Et ce, sans pouvoir objecter quoi que ce soit, car il t'est de prime abord impossible de parler calmement d'une chose avec laquelle tu n'es pas d'accord ou qui simplement ne part pas de toi, ton tempérament despotique ne le permet pas. Ces dernières années, tu expliques cela par ta nervosité cardiaque. Je ne sache pas que tu aies jamais été fondamentalement différent. La nervosité cardiaque est tout au plus un moyen pour toi d'exercer une domination plus sévère, puisque le seul fait d'y penser étouffe chez l'autre toute envie de répliquer. Il va de soi que ceci n'est pas un reproche, mais une simple constatation. Tu as coutume de dire, par exemple, à propos d'Otla, on ne peut pas lui parler, aussitôt elle vous saute au visage, mais en réalité elle ne saute pas du tout spontanément, tu confonds la chose avec la personne, c'est la chose qui te saute au visage, et tu la tranches sur le champ sans entendre la personne. Toute objection ne peut ensuite que t'irriter davantage, jamais te convaincre. Tu n'ouvres plus la bouche que pour dire fais ce que tu veux, pour moi tu es libre, tu es majeur, je n'ai pas de conseils à te donner, et tout cela de cette terrible voix rauque, où perce la colère, une domination, une condamnation sans appel. Une voix qui, certes, me fait moins trembler aujourd'hui que dans mon enfance, mais uniquement parce que le sentiment de culpabilité, autrefois exclusif, a partiellement fait place à la conscience de notre commun abandon. L'impossibilité d'un rapport serein avec toi est une autre conséquence, bien naturelle en vérité. Ich verlernte das Reden. Ich wäre ja wohl auch sonst kein großer Redner geworden, aber die gewöhnlich fließende Menschensprache hätte ich doch beherrscht. Du hast mir aber schon früh das Wort verboten, deine Drohung, kein Wort der Widerrede und die dazu erhobene Hand begleiten mich schon seit jeher. Ich bekam vor dir, du bist, sobald es deine Dinge geht, ein ausgezeichneter Redner, eine stotternde Art des Sprechens. Auch das war dir noch zu viel, schließlich fähig ich, dann weil ich vor dir weder denken noch reden konnte. Und weil du mein eigentlicher Erzieher warst, wirkte das überall in meinem Leben nach. Es ist überhaupt ein merkwürdiger Irrtum, wenn du glaubst, ich hätte mich dir näher gefügt. Immer alles kontra ist wirklich nicht mein Lebensgrundsatz dir gegenüber gewesen. Wie du glaubst und mir vorwirfst. Im Gegenteil, hätte ich weder. Du wärst sicher viel zufriedener mit mir. Ces injures, tu les renforçais par des menaces qui, elles, me concernaient bel et bien. Terrifiante était, par exemple, cette phrase que tu me répétais. Je te déchirerai comme un poisson, même si je savais fort bien que rien de grave ne s'en suivrait. Il est certain que, petit garçon, je ne le savais pas, mais l'idée que tu aurais pu aller jusque-là correspondait presque à la représentation que je me faisais de ton pouvoir. Terrifiant aussi. Ces moments où tu courais en criant autour de la table pour nous attraper. Bien entendu, tu ne voulais pas du tout nous attraper. Mais n'empêche que tu faisais comme si. Et pour finir, Mère avait l'air de nous sauver. Une fois de plus, c'est l'impression que retenait l'enfant. On avait conservé la vie par l'effet de ta grâce et on continue à la porter comme un présent immérité. Il y avait encore dans cet ordre d'idées les menaces liées à la désobéissance. Dès que je commençais à faire quelque chose qui ne te plaisait pas, tu me menaçais d'un échec et la crainte respectueuse que m'inspirait ton opinion était alors si grande que l'échec était inéluctable. Même s'il ne s'avérait que plus tard, je perdis confiance dans ce que je faisais, je doutais de tout, j'étais inconstant. Plus j'avançais en âge, plus s'accumulaient les matériaux dont tu pouvais tirer argument pour me prouver que je ne valais rien. Les faits, en un sens, te donnaient peu à peu raison. Là encore, je me garde d'affirmer, tu es le seul artisan de ce que je suis devenu. Tu n'as fait que renforcer ce qui existait, mais tu l'as grandement renforcé. Car ton pouvoir sur moi était grand et que tu en usais tout entier. Tu avais une confiance particulière dans l'éducation par l'ironie. Il est vrai qu'elle correspondait on ne peut mieux à ta supériorité sur moi. Dans ta bouche, une remontrance prenait d'ordinaire cette forme.
Tu ne peux pas faire ça de telle ou telle manière. C'est déjà trop te demander, sans doute. Bien entendu, tu n'as pas le temps pour ça et autres questions semblables. Accompagnées chacune d'un rire et d'un visage méchant, on était pour ainsi dire punis, avant même de savoir qu'on avait fait quelque chose de mal. Exaspérante aussi. Cette manière de distribuer les blâmes à la troisième personne, comme si on n'était même pas digne d'entendre directement tes méchancetés, cette façon, par exemple, de demander à mère formellement, mais en réalité à moi qui était présent. Bien entendu, on ne peut pas obtenir ça de monsieur mon fils. La contrepartie ne se fit pas attendre, je n'osais plus. L'habitude m'en fit perdre plus tard jusqu'à l'idée d'interroger directement lorsque mère était présente. Il était beaucoup moins dangereux pour l'enfant de questionner mère assise à côté de toi. On lui demandait par exemple comment va père, et on se mettait ainsi à l'abri des surprises. Il y avait aussi, naturellement, des cas où l'on appréciait fort l'ironie la plus féroce, à savoir quand elle visait quelqu'un d'autre, Ellie par exemple, avec laquelle j'étais méchant pendant des années. C'était pour moi un régal de méchanceté, de joie maligne, quand presque à chaque repas je pouvais entendre à son propos des choses comme « il faut toujours qu'elle se tienne à 10 mètres de la table, cette grosse dondon », et que je te voyais calé sur ton siège, sans une once de gentillesse et d'enjouement, avec au contraire la méchanceté hargneuse de l'ennemi, contrefaire jusqu'à l'outrance la façon parfaitement répugnante à ton goût dont elle se tenait à table. Que de fois de telles scènes se sont répétées, pour quel piètre résultat concret? Cela tient, je crois, à ce que ce déploiement de colère et de méchanceté ne semblait pas en juste proportion avec la chose elle-même. On n'avait pas le sentiment que la colère avait été provoquée par cette broutille, être assis loin de la table, mais qu'elle était là depuis le début, dans toute son ampleur, et que le hasard seul lui avait fait saisir cette occasion plutôt qu'une autre d'éclater. Comme on était persuadé qu'une occasion se présenterait de toute manière, on ne se tenait pas particulièrement sur ses gardes. Ainsi finissait-on devant la régularité des menaces par être indifférent. Car on savait qu'on ne serait pas frappé. De cela, on avait acquis peu à peu la quasi-certitude. On devenait un enfant grognon, désobéissant, inattentif, songeant continuellement à fuir en lui-même le plus souvent. Ainsi souffrais-tu, ainsi souffrions-nous. Une telle attitude envers tes enfants semblait tout à fait incompatible avec les scènes plus que fréquentes où tu te plaignais en public. J'avoue que dans mon enfance, sinon plus tard, elle me laissait parfaitement insensible et que je ne comprenais pas comment tu pouvais seulement t'attendre à trouver de la sympathie. De ton point de vue, tu avais tout à fait raison quand, les dents serrées, avec ce rire de gargouille qui avait suggéré à l'enfant sa première représentation de l'enfer, tu répétais amèrement, comme tu l'as fait l'autre jour à propos d'une lettre de Constantinople, « Jolie bande ».